Préambule. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu, ses ancêtres et l'histoire, porté par l'esprit du 30 août 2023, entend reprendre sa marche vers l'édification d'un État de droit, garant des droits et libertés fondamentaux. Soucieux de la préservation du patrimoine naturel et immatériel de la nation, et respectueux des valeurs sociales profondes et traditionnelles qui l'unissent, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs, de la démocratie pluraliste et participative, fondée sur la tenue d'élections libres et transparentes, de la justice sociale et de l'état de droit, mu par la ferme volonté de refonder l'État, de réhabiliter ses valeurs cardinales, de préserver les principes républicains et de consolider la démocratie et la citoyenneté, inspiré par l'engagement partagé de changement pour le vivre ensemble, le développement et le bien-être, conscient que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, proclame solennellement son attachement à sa terre, à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, et à ses langues nationales, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen. Affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990, réaffirme sa pleine souveraineté sur l'ensemble des ressources naturelles de son sol et de son sous-sol, ainsi que sur le numérique. Déclare son intérêt profond aux enjeux écologiques, environnementaux, des changements climatiques et de la protection des écosystèmes. En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, adopte par référendum la présente Constitution, loi suprême de la République, dont le préambule est partie intégrante. Titre 1. Des principes et des valeurs de la République. Chapitre 1. Des principes. Article 1er. Le Gabon est une république organisée sous la forme d'un État unitaire décentralisé. La République gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme la séparation de l'État et des religions. La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, d'opinion, de religion, de croyance et de rite. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à l'unité nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi. L'emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune, bleu, à 3 bandes horizontales d'égale dimension. L'hymne national est la concorde. La devise de la République est union, travail, justice. Le sceau de la République est une maternité allaitant. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection, la promotion et l'enseignement de ses langues nationales. La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée en tout autre lieu qu'en vertu d'une loi référendaire. La fête nationale est célébrée le 17 août. Article 2. La fête de la Libération est célébrée le 30 août. Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Aucune section du peuple,
Aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale ni entraver le fonctionnement régulier des institutions de la République. Article 4. Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Article 5. La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de celui de l'État de droit. Article 6. Les partis politiques et les groupements des partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage, selon les principes de la démocratie pluraliste et participative. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils contribuent à l'égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux mandats électoraux dans les conditions fixées par la loi. L'État concourt au financement des partis politiques selon les modalités fixées par la loi. L'État garantit le droit d'opposition démocratique dans les conditions fixées par la loi. Article 7. La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie pluraliste et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social, culturel, environnemental et culturel. Cultuel, environnemental et culturel. Article 8. Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité des institutions est puni par la loi. Chapitre 2 des valeurs. Article 9. La République gabonaise affirme les valeurs suivantes: le respect de la dignité humaine, le patriotisme, la loyauté et la probité, la justice, l'impartialité et la dignité, le travail, le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité, la discipline, le civisme et la citoyenneté, la fraternité, la tolérance et l'inclusion, la neutralité, la transparence et l'intégrité, le dialogue et l'esprit de consensus, la solidarité, l'équité, l'éthique, le partage, le pardon et la réconciliation, le respect des bonnes mœurs. Titre 2. Des droits, des libertés et des devoirs. Chapitre 1. Des droits et libertés fondamentaux. Article 10. La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. Article 11. Chaque citoyen a le droit à la vie, au libre développement de sa personnalité, au respect de sa dignité et de son intégrité physique et morale. Le clonage des êtres humains est interdit. Toute forme de torture, de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant sont interdits. Article 12. Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l'objet de traitements ou de peines cruelles, inhumains ou dégradants, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. L'esclavage et la traite des personnes sont interdits sous toutes leurs formes. Article 13. Les libertés de conscience, de pensée et de libre pratique de la religion et de culte sont garanties à tous. Article 14. Les libertés de conscience. L'État garantit aux citoyens l'égal accès à l'information. Toute personne a droit à la liberté d'opinion, d'expression, de communication et de presse. Elle exerce son droit à l'accès et à la diffusion de l'information
quel qu'en soit le support. L'accès aux documents administratifs est ouvert à tout citoyen. Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers, les archives ou les registres informatiques les concernant, d'être informés des fins auxquelles ils sont destinés et d'exiger que ces données soient rectifiées ou mises à jour dans les conditions fixées par la loi. La loi encadre l'usage de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication pour sauvegarder l'humanité, l'intimité personnelle et familiale des personnes, ainsi que le plein exercice de leurs droits. Article 15. Tout citoyen gabonais est électeur et éligible dans les conditions fixées par la loi. Il doit pouvoir participer à la gestion des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants élus. L'État garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles. Article 16. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il ne présente des garanties suffisantes de représentation. S'il présente, des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant les garanties indispensables à sa défense. La détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi. Les droits de la défense dans le cadre de tout procès sont garantis à tous. Article 17. Tout citoyen a le droit d'aller et venir librement à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir. Le droit de fixer librement son domicile et sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et le droit de bénéficier de la protection et de l'assistance de l'État s'il réside ou séjourne à l'étranger. Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne, sa famille et ses biens de la protection de la loi. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. Aucun Gabonais ne peut être extradé, si ce n'est en vertu des accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux et des lois nationales. Article 18. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer au danger collectif ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger les personnes en danger. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale. Article 19. Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, électroniques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Article 20. Tout citoyen gabonais, aussi bien seul qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous les conditions d'une juste et préalable indemnisation. Toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur,
et visant les propriétés immatriculées sont régis par la loi. Les conditions et modalités d'accès à la propriété sont fixées par la loi. Article 21. Toute personne a droit à la liberté d'association. Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social, ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi. Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu. Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être interdits selon les termes de la loi. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou à l'intégrité de la République, sont punis par la loi. Article 22. Les citoyens ont le droit de se réunir librement. Les rassemblements, manifestations ou défilés sur l'espace public doivent être autorisés dans les conditions prévues par la loi. Article 23. Chaque citoyen a le droit de travailler et celui d'obtenir un emploi et un salaire équitable. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa religion ou de ses opinions. Il dispose de la liberté de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix. Le droit de grève est reconnu aux salariés du secteur privé et aux agents publics pour la défense de leurs intérêts. L'exercice de ce droit devra se concilier avec le maintien des services essentiels de la nation. Article 24. L'État reconnaît la liberté d'entreprendre. L'activité économique et les investissements des personnes physiques ou morales doivent contribuer au développement durable du Gabon et ne peuvent d'aucune manière porter atteinte à son indépendance ou aux intérêts de sa population. Article 25. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage, l'union entre deux personnes de sexe opposé, en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection de l'État. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont, vis-à-vis de l'État, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral. Article 26. Les droits et libertés énoncés par la présente Constitution s'exercent dans les conditions déterminées par la loi, dans le respect de l'ordre public et de tout principe ou objectif protégé par la Constitution, et sans qu'ils puissent porter atteinte aux droits d'autrui. Ils pourront ainsi être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions établies par la loi et considérées comme nécessaires dans une société démocratique. Chapitre 2. Des devoirs. Article 27. Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie. Il se doit de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics. Il a l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais des deux sexes, dans les conditions fixées par la loi.
Article 28. Chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics et de contribuer à la préservation ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement. Article 29. Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un devoir naturel qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des autres collectivités publiques. Article 30. L'État garantit l'accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'État a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et selon ses possibilités, sur la base de la gratuité. Article 31. L'État prend les mesures nécessaires pour intégrer dans les programmes d'enseignement scolaire et universitaire, ainsi que dans la formation des agents publics, civils et militaires, la Constitution, notamment les droits et libertés fondamentaux et les devoirs des citoyens. Article 32. La collation des grades demeure la prérogative de l'État. La liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université dans les conditions fixées par la loi. La loi fixe les conditions de participation de l'État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement reconnus d'utilité publique. Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements. La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privés en tenant compte de leurs spécificités. Article 33. L'État affirme son attachement à la politique nataliste. Article 34. L'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les 10 ans. Article 35. La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les autres collectivités publiques. Article 36. L'État garantit à tous les citoyens l'égal accès aux emplois et services publics, sans distinction de sexe, d'appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique. L'État garantit aux personnes vivant avec un handicap l'égal accès aux emplois et services publics. Il a le devoir de veiller, au sein de l'administration, au respect des principes d'éthique, de déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité, gage du développement harmonieux et durable du pays. Article 37. L'État garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux personnes vivant avec un handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la protection sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs. L'État garantit à tous l'accès à l'eau potable et à l'énergie. L'État a le devoir de promouvoir la qualité de la vie et de protéger l'environnement. Article 38. La défense de la nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationale. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire. Les forces de défense et de sécurité nationale sont au service de l'État. En temps de paix, les forces de défense et de sécurité gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique et social de la nation. Article 39. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques. Chacun doit contribuer en proportion de ses ressources
au financement des dépenses publiques. La nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales. Article 40. L'État est tenu de promouvoir et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics et les infractions assimilées. Titre 3 du pouvoir exécutif. Chapitre 1er du président de la République. Donc pour l'instant, on fait une lecture et ensuite, on fera des commentaires. Donc je vais juste au bout de la lecture. On s'est dit à peu près une cinquantaine d'articles, voire un peu plus. Article 41. Le président de la République est le chef de l'État. Il est le détenteur du pouvoir exécutif. Il incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités internationaux. Il détermine et conduit la politique de la nation. Article 42. Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution. L'élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 14e jour suivant l'annonce des résultats, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les 2 candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement ou d'empêchement définitif de l'un des 2 candidats arrivés en tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l'ordre de classement des résultats au premier tour du scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre des voix. Article 43. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des 2 sexes remplissant les conditions ci-après. Être né Gabonais d'au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais. Avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive. Être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus. Être marié à une Gabonaise, né d'au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais. Avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans, sans discontinuité avant l'élection présidentielle. Parler au moins une langue nationale. Jouir d'un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège médical. Qui prête serment devant la Cour constitutionnelle. Ce collège médical est désigné par les bureaux des 2 chambres du Parlement. Jouir de ses droits civils et politiques. Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat sous réserve d'y avoir renoncé 3 ans avant l'élection. Le conjoint et les descendants d'un président de la République ne peuvent se porter candidat à sa succession. Si dans les mois précédant le premier tour du scrutin, la Cour constitutionnelle saisie dans les conditions prévues par la loi constate le décès ou l'empêchement d'un candidat, elle prononce le report de l'élection. La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l'article 44 ci-après, sans que le report de l'élection ne puisse excéder la date d'expiration du mandat du président en exercice. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Article 44.
Le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment, qui a lieu dans les 8 jours ouvrés après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et prend fin à l'expiration de la 7e année suivant cette date. S'il n'y a pas de contentieux, la décision de la Cour constitutionnelle intervient au plus tard le 7e jour suivant l'annonce des résultats par l'autorité administrative compétente. S'il y a contentieux, la décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum de 15 jours à compter du 6e jour qui suit l'annonce des résultats. L'élection du président de la République a lieu 3 mois au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre. Si le président de la République en exercice se porte candidat, il ne peut, à partir de l'annonce officielle de sa candidature, et ce, jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire. En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République, en exercice non réélu, intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le président proclamé élu prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle n'est pas intervenue, l'intérim est assuré conformément à l'article 46 ci-dessous. Le décès ou l'empêchement définitif du président élu ou réélu intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l'expiration du mandat du président en exercice entraîne la reprise de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l'article 43 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions de président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessous. Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel, la révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée. Article 45. Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous devant la Cour constitutionnelle, en présence du Parlement, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national. Moi, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à consacrer toutes mes forces à son bien-être, le protéger de tout dommage, respecter et défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national, remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et être juste envers tous. Je le jure. Article 46. En cas d'empêchement temporaire, du président de la République dûment constaté par la Cour constitutionnelle, sur saisine des présidents des 2 chambres du Parlement ou du vice-président du gouvernement, le vice-président de la République exerce provisoirement les fonctions de président de la République, à l'exclusion des pouvoirs prévus par les articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 145 et 156 de la présente Constitution. L'empêchement temporaire ne peut exercer 45 jours. Passé ce délai, l'empêchement devient définitif. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire, constaté par la Cour constitutionnelle,
saisie soit par le bureau de l'Assemblée nationale statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, soit à l'initiative du vice-président du gouvernement après convocation du Conseil des ministres statuant à la majorité simple de ses membres, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles et 156, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Et si celui-ci est empêché à son tour par le premier vice-président du Sénat, dans tous les cas, ni l'un ni l'autre ne peut être candidat à l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président du Sénat assurant l'intérim prête serment dans les conditions prévues à l'article 50 ci-dessus. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure, constaté par la Cour constitutionnelle, 30 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Article 47. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif. Article 48. Le président de la République est assisté d'un vice-président de la République. Le vice-président de la République est nommé par le président de la République qui met fin à ses fonctions. Les fonctions de vice-président de la République cessent également à l'issue de la proclamation de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif du président de la République, dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Article 49. Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif. Article 50. Le vice-président de la République prête serment sur la Constitution devant le président de la République et en présence de la Cour constitutionnelle, selon les termes ci-après. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations, de loyauté et de confidentialité à l'égard du chef de l'État. Article 51. Le vice-président de la République supplée le président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue. Le vice-président de la République, sur habilitation expresse du président de la République, peut présider le Conseil des ministres avec un ordre du jour précis. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Article 52. Le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les 25 jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Le président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde lecture doit être adopté à la majorité des 2/3 de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus. Si le texte est adopté sous sa forme initiale, le président de la République saisit la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai de 15 jours. Le projet ou la proposition de loi est repris conformément aux indications de la Cour constitutionnelle et promulgué par le président de la République. Si le texte est adopté après modification, le président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus. À défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle. En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le président de la République promulgue la loi dans les 10 jours suivant la notification de la décision de la Cour. Article 53.
Le président de la République veille à l'application des lois et à l'exécution des décisions de justice. Il dispose du pouvoir réglementaire. Article 54. Le président de la République peut, sur sa propre initiative ou sur proposition de l'Assemblée nationale ou du Sénat, prise à la majorité absolue, pendant la durée de la session, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans la présente Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le président de la République le promulgue, conformément à l'article 52 ci-dessus. Article 55. Le président de la République est le chef des administrations civiles et militaires. Il dispose de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Il nomme aux emplois civils et militaires conformément au texte en vigueur. Les nominations à certains emplois et fonctions civiles supérieures de l'État sont soumises à l'avis des présidents des deux chambres du Parlement. Une loi détermine les emplois et fonctions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les conditions et modalités d'accès à ces emplois et fonctions. Une loi organique détermine les emplois et fonctions de souveraineté, ainsi que les conditions et modalités d'accès à ces emplois et fonctions. Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité, les gouverneurs, les ambassadeurs, ainsi que les envoyés extraordinaires prêtent serment devant le président de la République dans les conditions définies par la loi. Article 55. Le président de la République est le chef suprême des forces de défense. 56, et de sécurité. À ce titre, les questions irrélatives relèvent de son autorité directe. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité. Il y est suppléé, le cas échéant, par les ministres chargés de la défense et de la sécurité, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Les ministres chargés de la défense et de la sécurité assurent la direction des comités de défense et de sécurité selon leur domaine de compétence. Une loi fixe les modalités d'application du présent article. Article 57. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès de puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 58. Le président de la République a le droit de grâce. Article 59. Le président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune d'elles. À sa demande, il est entendu par les chambres du Parlement réunies en congrès. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Au cours de la première session de l'année, le président s'adresse au Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Article 60. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après consultation du Conseil des ministres et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état de siège, qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions déterminées par la loi. La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 15 jours est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision est prise par l'Assemblée nationale à la majorité absolue. Article 61. La déclaration de guerre par le président de la République est autorisée par le Parlement à la majorité des 2/3 de ses membres. Article 62. Le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement et avis de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Le recours à cette prérogative est limité à une fois au cours d'un même mandat présidentiel. Aucune disposition ne peut être prononcée dans les 24 premiers mois de la législature ou lorsqu'une mise en accusation devant la Haute Cour de justice est ouverte. Le renouvellement de l'Assemblée nationale a lieu 60 jours au plus après la dissolution. Article 63. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que de la Cour constitutionnelle. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Durant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour constitutionnelle est saisie par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Elle se prononce dans les 8 jours par avis public. La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Le Parlement se réunit de plein droit. Article 64. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après consultation du Conseil des ministres et des présidents des chambres du Parlement, proclamer par décret l'état de mise en garde et l'état d'alerte dans les conditions déterminées par la loi. La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de 21 jours est autorisée par le Parlement. Article 65. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l'ordre du jour. Le vice-président de la République en est membre de droit. Article 66. Le président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs civils et militaires de l'État, notamment les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les officiers supérieurs et généraux, ainsi que les directeurs des administrations centrales et les gouverneurs. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions autres que ceux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels s'exerce le pouvoir de la nomination du président de la République, ainsi que ceux des emplois ou fonctions ouverts aux seuls citoyens gabonais, dont au moins un des 2 parents est gabonais de naissance. Article 67. Les actes du président de la République, autres que ceux visés aux articles 52, 54, 58, 125 et 165, sont contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Article 68. La loi fixe les avantages et les garanties accordées au président de la République et aux anciens présidents de la République. Chapitre 2 du gouvernement. Article 69. Le président de la République est le chef du gouvernement. Il est assisté d'un vice-président du gouvernement qui assure la coordination et l'action gouvernementale. Il nomme les membres du gouvernement et détermine par décret leurs attributions. Il met fin aux fonctions des membres du gouvernement par décret. Ne peuvent être membres du gouvernement que les Gabonais des 2 sexes, nés de père ou de mère gabonais, âgés de 30 ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le gouvernement est responsable devant le président de la République dans les conditions prévues par la présente Constitution. Article 70.
Les membres du gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Un membre du gouvernement est éligible à un mandat national ou à un mandat local. Article 71. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions et à l'occasion de l'exercice de celles-ci. Les activités incompatibles avec les fonctions de membres du gouvernement, leur traitement, leurs avantages et les indemnités sont déterminés par la loi. Article 72. Avant leur entrée en fonction, les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la République, en présence de la Cour constitutionnelle, selon les termes ci-après. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Article 73. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Article 74. Les fonctions de membres du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République. Le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Article 75. Les projets de loi d'ordonnance et de décrets réglementaires sont délibérés en Conseil des ministres après avis consultatif du Conseil d'État. Titre du pouvoir législatif. Chapitre 1. De la composition du pouvoir législatif et du statut des parlementaires. Le pouvoir, article 76. Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans renouvelable. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suffrage universel indirect. La durée du mandat des sénateurs est de 5 ans renouvelable. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales. Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement 1 mois au moins et 6 mois au plus avant l'expiration de la législature en cours. Ce renouvellement intervient dans la même année. Le mandat des députés. Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l'élection des membres des bureaux des deux chambres du Parlement et prend fin à l'expiration de la 5e année suivant la mise en place des bureaux. Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année en cours ou précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres. Les sièges des chambres du Parlement sont inviolables. Article 77. Les membres du Parlement jouissent de l'immunité parlementaire. Aucun membre du Parlement ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et même après la cessation de celle-ci. Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, être poursuivi,
recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'après la levée de l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire est levée à l'issue d'un vote au scrutin public et à la majorité des 2/3 des membres composant la Chambre intéressée. Les membres du Parlement sont protégés contre les menaces, violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire. Article 78. Une loi organique fixe pour chacune des chambres le nombre des parlementaires, leurs indemnités, les modalités et les conditions de leur élection, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Une loi organique dans la hiérarchie des normes, c'est une loi en fait c'est une loi spéciale qui vient compléter ce que la Constitution dit. Parce que dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la pyramide des textes, tout en haut, on a la Constitution et ensuite, on a les lois. Mais dans les lois, il y a quand même, il y a une hiérarchie aussi au niveau des lois. Les lois organiques sont tout en haut. Ensuite, on a les lois référendaires, je crois, ou inversement, les lois ordinaires et ensuite les lois référendaires. Bref, dans tous les cas, une loi organique, c'est une loi qui vient compléter ce que la Constitution dit. Chapitre 2 des pouvoirs du Parlement. Article 79. Le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution. Article 80. Les moyens d'information, de contrôle et d'évaluation du Parlement sur l'action du gouvernement sont les suivants. Les interpellations, les questions écrites et orales, les questions d'actualité, les commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation. Article 81. Le vice-président du gouvernement et les autres membres du gouvernement répondent aux interpellations devant la chambre du Parlement concernée. En la circonstance, la chambre concernée peut prendre une résolution pour faire des recommandations au président de la République. Article 82. Une séance au moins par mois est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses du vice-président du gouvernement et des ministres. Toutefois, une séance consacrée à l'examen des questions d'actualité peut être organisée chaque fois que de besoin. Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du vice-président du gouvernement et des ministres, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement. L'exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités. Article 83. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être transformée en question orale avec débat et les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation. De l'organisation et du fonctionnement du Parlement. Chaque chambre du Parlement s'est réunie de plein droit le premier jour ouvrable suivant le 15e jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son président et de son bureau. Les présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée. À tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut relever le président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance à la majorité absolue. Article 85. Le Parlement se réunit de plein droit au cours de 2 sessions de 4 mois par an. La première commence le premier jour ouvrable du mois de mars et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. La seconde commence
le premier jour ouvrable du mois de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable de la troisième semaine du mois de décembre. L'ouverture de la session est reportée au lendemain si ce jour est férié ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable qui suit. Le Parlement s'est réuni de plein droit pendant la durée de l'état de siège et dans les cas prévus à l'article 63. Article 87. Les chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire sur convocation de leur président pour un ordre du jour déterminé à la demande soit du président de la République, soit de la majorité absolue de leurs membres. Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République. Elles ne peuvent excéder une durée de 15 jours. Article 88. Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au journal des débats. Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau, faire diffuser par les médias publics une retransmission des débats dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son règlement. Chacune des deux chambres peut accueillir un chef d'État ou de gouvernement étranger ou le chef d'une institution internationale. Chaque membre du Parlement peut siéger à huis clos à la demande soit du président de la République, soit d'un cinquième de ses membres. Je pense qu'on va s'arrêter à l'article 100. Article 89. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions des articles 61, 62, 64 et 66 de la présente Constitution. Article 90. Chaque parlementaire est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est libre et personnel. Article 91. Chaque membre du Parlement vote son règlement qui ne peut rentrer en vigueur qu'après avoir été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Chaque chambre du Parlement. Toute modification ultérieure est également soumise à cette procédure. Article 92. Chaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie administrative et financière. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. Article 93. Les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès. Un petit instant, s'il vous plaît. J'ai eu un petit souci technique. Donc, nous en étions à l'article 93, c'est ça? Alors, un instant, s'il vous plaît. Article 93, hein. Non, mais c'est mon ordinateur qui fait des siennes, en fait. J'ai le texte sous les yeux, hein. Je sais que je l'ai imprimé. Non, t'inquiète, je vais avancer. Attends, là, j'ai retrouvé, c'est bon. Article 93. Les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour les cas suivants. La procédure de révision constitutionnelle conformément à l'article 170 de la présente Constitution, la communication du président de la République conformément à l'article 46 de la présente Constitution, l'autorisation de déclarer la guerre à la majorité des 2/3 des membres du Parlement réunis en congrès conformément à l'article 61 de la présente Constitution. Titre 5
des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, du domaine de la loi et du règlement. Article 94. En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant l'exercice des droits fondamentaux des citoyens et des devoirs, les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur personne et en leurs biens en vue de l'utilité publique et de la défense nationale. Attention, c'est très important, là on est en train de citer les cas dans lesquels on est obligé de passer par une loi pour faire des règles, pour établir des règles. On ne peut passer par aucun autre type de texte que par la loi, sauf cas exceptionnel. C'est très important, cette partie-là. La nationalité, l'État et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le statut des étrangers et de l'immigration. Les libéralités, c'est quand on fait un testament, par exemple. Voilà. C'est la liberté qu'on donne aux gens de pouvoir léguer des biens en dehors des règles qui sont prévues par le droit civil en matière de succession. C'est ce qu'on appelle les libéralités. La procédure selon laquelle les traditions, les rites, les us et coutumes sont constatés, codifiés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution. L'organisation de l'état civil, l'information, la communication audiovisuelle, en ligne, cinématographique et écrite, les conditions de l'usage de l'informatique, du numérique et de l'intelligence artificielle, afin que soit sauvegardé l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits. Le régime du service militaire obligatoire, le régime de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, le régime des élections politiques, le statut des magistrats, le système de financement de la vie politique et des campagnes électorales, l'organisation de la justice, l'organisation des offices ministériels ou publics, les professions d'officiers ministériels, par exemple être huissier, la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le régime pénitentiaire, les règles de procédure devant les juridictions des ordres administratifs et financiers. Les juridictions de l'ordre administratif et financier, c'est le tribunal administratif, Cour des comptes, etc. Conseil d'État. Les règles de procédure devant la Cour constitutionnelle. L'amnistie et le droit de grâce. L'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège. Si vous voulez, j'expliquerai ces notions après la lecture. Le régime des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations, des syndicats, des partis et des formations politiques. Le statut de l'opposition. Le régime des cultes. L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le régime d'émission de la monnaie. Le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers. Le statut particulier des militaires, par exemple. La définition des emplois et fonctions de souveraineté. Le statut de la fonction publique locale. La fonction publique locale, c'est fonction publique au sein des gouvernorats, préfectures et mairies, communes, etc. Le statut de la fonction publique parlementaire. Le régime de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics. Ça, c'est en ce qui concerne la gestion du budget de l'État ou du budget des collectivités locales. Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. Le régime des concessions des services publics. Le régime des transports. Quand on dit régime, c'est les règles qui s'appliquent à. C'est ce que ça veut dire. On dit le régime des transports, donc les règles qui s'appliquent au transport. Du numérique, des télécommunications et des technologies, de l'information et de la communication, de l'organisation générale administrative et financière, la création, le fonctionnement et la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d'impôts, les conditions de participation de l'État au capital de toute société et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés. Le régime domanial. Le mot domanial renvoie en fait à la propriété foncière de l'État, enfin toutes les terres ou tous les espaces toutes les terres, voilà, pour parler simplement,
qui sont gérées par l'État ou qui appartiennent à l'État. Bon, le principe, en tout cas, c'est que la terre appartient à l'État. L'exception, évidemment, c'est les propriétés terrestres qui sont achetées par les particuliers ou les personnes morales ou personnes physiques. Bref. Le régime domanial, foncier, forestier, minier, pétrolier et de l'habitat. Le régime de protection des espaces marins, océaniques, atmosphériques. La protection du patrimoine historique, numérique, artistique, culturel et archéologique. Les conditions de promotion et de développement de la culture et des langues nationales. Les conditions de promotion et de développement de la culture et des langues nationales. La protection de la nature, de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Le régime de conservation et de protection de la biodiversité. Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales. Les engagements financiers de toute nature et de tout terme de l'État, emprunt, garantie, caution et aval. Les programmes d'action économique et sociale, les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglées les comptes de la nation, les lois de finances déterminant les ressources et charges de l'État dans les conditions prévues par une loi organique, les lois de programme fixant les objectifs de l'État en matière économique, sociale, culturelle, touristique, de politique étrangère, de défense et de sécurité nationale, la planification, la conception et l'évaluation des politiques publiques, la création et la suppression des établissements et services publics autonomes, l'alimentation. La loi détermine en outre les principes fondamentaux de l'enseignement, de la formation et de la recherche, de la santé, de la protection sociale, du droit du travail, du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de grève, de la mutualité et de l'épargne, de l'organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique. L'organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique. Les dispositions du présent article peuvent être précisées ou complétées par une loi organique. Article 95. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Quand on parle de règlement, c'est tout ce qui est décret, arrêté, éventuellement circulaire. Article 96. Toutes les ressources et toutes les charges de l'État doivent, pour chaque exercice, toutes les ressources et toutes les charges de l'État doivent, pour chaque exercice budgétaire, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de loi de finances déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale 15 jours au plus tard après l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Si le projet de loi de finances n'est pas déposé après ce délai, l'Assemblée nationale interpelle le gouvernement quant au respect des prescriptions constitutionnelles. Il dispose d'un délai de 15 jours pour déposer le projet de loi de finances. Après le dépôt du projet de loi de finances, si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de 45 jours, le président de la République saisit le Sénat qui statue dans un délai de 20 jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l'article 108 ci-après. Si au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le président de la République est autorisé à reconduire provisoirement, par ordonnance, le budget de l'année précédente. Donc ici, c'est un pouvoir exceptionnel, parce que le budget de l'année, en principe, il passe par la loi. Mais là, exceptionnellement, il pourrait passer par ordonnance. Et après la lecture, je pourrais éventuellement expliquer le mécanisme de l'ordonnance. À la demande du président de la République, le Parlement est convoqué dans les 15 jours pour une nouvelle délibération. Si au terme des 15 jours, le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre, le président de l'Assemblée nationale renvoie le projet de loi de finances de l'année au président de la République. Celle-ci est établie définitivement par ordonnance spéciale. Bon, pour le coup, on crée une nouvelle catégorie dans la hiérarchie des normes, l'ordonnance spéciale. Bon. Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes assimilables,
sont mises en recouvrement pour compter du 1er janvier. Article 97. Le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt. Ce délai est ramené à 8 jours si le gouvernement demande l'urgence. Le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue des membres présents. La procédure des articles 103 et 108 est applicable. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été déclarées conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Article 98. La Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Le projet de loi de règlement établi par le gouvernement, accompagné du rapport sur l'exécution de la loi des finances et du rapport sur la certification du compte général de l'État, produit par la Cour des comptes, doit être déposé au Parlement au plus tard au début de la seconde session ordinaire de la première année qui suit l'exercice d'exécution du budget concerné. Article 99, et donc dernier article pour ce soir. Le président de la République peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant l'intercession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises après avis consultatif du Conseil d'État et signées par le président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session. Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendement. En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité. Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi. Ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que le contenu, en tout cas pour ce qui a été lu, il y a de très bonnes choses. Du point de vue de la loi, il y a de très bonnes choses. Maintenant, j'aurais en tout cas une petite observation déjà à faire, hein. Peut-être pas sur le premier chapitre, parce que je pense que le premier chapitre ne fait que rappeler les fondements, en tout cas ce qu'on maîtrise, mais je vais plutôt arriver sur, je crois, le deuxième, je pense, celui qui consacre effectivement la fonction de président de la République. Parce que tout à l'heure, j'étais en tout cas en discussion effectivement sur Facebook avec un député de la transition, bon, qui à mon sens, je pense qu'il a fait une mauvaise interprétation effectivement de l'article 42, sinon alinéa 1er, parce qu'il y a un compatriote qui pouvait poser la question de savoir que donc, à la lecture de cet article, on comprend que le mandat effectivement du président de la République n'a pas été limité, mais c'est tout simplement la succession de mandats qui a fait l'objet de limitation. Et effectivement, lorsqu'on lit l'article, on peut le comprendre. Mais après, j'ai souligné un élément important, c'est l'alinéa 1er qui dit « Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct et rééligible une seule fois ». C'est très important de souligner « rééligible ». Parce qu'effectivement, on ne doit pas faire j'ai envie de dire, on ne doit pas confondre la notion rééligible une seule fois à la notion renouvelable une seule fois. Parce que lorsqu'on lit le deuxième alinéa, on dit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs ». Avec ce deuxième alinéa, on peut comprendre que le président de la République peut faire un mandat, il peut en demander encore un autre, et après celui-ci, il a l'obligation de partir et donner la place à quelqu'un d'autre, et s'il veut, il peut revenir. Or, c'est pas ça. Si on interprète effectivement l'alinéa 1er au sens strict du terme, rééligible une seule fois, c'est-à-dire on vous donne un mandat et vous êtes rééligible à l'élection présidentielle qu'une seule fois.
même si vous faites deux mandats, vous repartez, vous ne pouvez plus revenir parce que ce n'est pas la question de renouvelable qui importe ici, mais c'est la question d'éligibilité. Donc, après vos 2 mandats, vous perdez systématiquement votre éligibilité à la fonction de président de la République. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a d'aucuns qui font une confusion. Je pense, et je me dis effectivement, que l'esprit derrière, c'était de mettre renouvelable une seule fois. Mais peut-être pour des questions de rédaction, ils ont fait une erreur. Mais lorsque le juriste il lit, il comprend que ce n'est pas la question de renouveler son mandat qui importe ici, mais c'est la question de l'éligibilité. Ce qui revient à dire qu'un président, en tout cas tout Gabonais, est éligible à la fonction de président, il ne peut qu'exercer que 2 mandats. Lorsqu'il a exercé ces 2 mandats, que ce soit de façon en tout cas successive ou non, il a exercé ces 2 mandats, il ne peut plus jamais revenir demander un autre. Parce que c'est la question d'éligibilité qu'on va soulever. Et à ce niveau-là, l'article 42 sur l'alinéa 1er est très clair en disant que le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois et non renouvelable une seule fois. Je voulais intervenir sur le point qui concerne le préambule. Voilà. Dans le préambule, on parle... Attendez, je remonte. Le préambule commence en disant... peuple gabonais conscient de sa responsabilité, porté par l'esprit du 30 août 2023. Voilà, c'est ce début de phrase-là, porté par l'esprit du 30 août 2023. C'est un passage qui me choque énormément parce que tout le monde le sait. Le 30 août, c'est une date mémorable, c'est vrai, parce que, comme on dit, le coup d'État n'était pas un coup d'État comme les autres, c'était un coup d'État salutaire. Mais en réalité, du point de vue juridique, un coup d'État reste un coup d'État. C'est un acte anticonstitutionnel. Le cas du Gabon n'a rien du tout d'exceptionnel, même si dans les faits, c'est quelque chose qui a été salutaire pour le peuple gabonais. Mais en aucun cas, à cause de cela, on peut écrire ce morceau de phrase dans une constitution, alors que c'est un acte anticonstitutionnel, l'acte qui a été posé le 30 août. Absolument. Donc ça, vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse inscrire cela, mais après, ça reste pour des raisons politiques. On veut nous fourrer dans le crâne que ce qui s'est fait, c'était quelque chose de bien, de ceci, de cela, mais alors que en réalité, dans les faits, dans l'entendement juridique, ça ne se fait pas. Ça ne se fait absolument pas. Donc, il y a ce point et il y a le deuxième point qui concerne l'inscription de la journée de la libération, le jour de la libération. Alors, l'article 2. Moi, c'est vraiment par rapport au coup d'État, hein, parce que je fais partie de ces Gabonais qui, j'ai envie de dire, se sont trompés. Nous, on a vraiment cru à ce coup d'État. On a vraiment cru à ce coup d'État. Et puis, avec le temps, on finit par se rendre compte, en fait, par se poser des questions que, est-ce que c'était réellement un coup d'État salutaire? Vous voyez, donc je suis très, très mal à l'aise par rapport à cela. Et je suis très déçue que l'inscription de cette journée du 30 août dans la Constitution n'ait pas fait l'objet de débat. J'avoue. N'est pas fait l'objet de débat. Depuis l'avant-projet de Constitution, personne n'en parlait réellement, personne n'essaie vraiment appuyer là-dessus. Est-ce que c'est parce que, les gens se sont dit « Oh, ce n'est que l'avant-projet, certainement que ça va sauter avec les amendements de nos parlementaires, certainement que cette date va sauter, etc. » Mais sincèrement, c'est un jour
qui reste très discutée. La conception de cette journée, elle est très mitigée dans l'esprit des Gabonais. Ça ne fait pas l'unanimité. Et donc, pour moi, c'est assez dérangeant que cette journée soit inscrite dans la Constitution au même titre que la demi-phrase inscrite dans le préambule. C'est quand même très grave. Voilà. C'est quand même très, très grave. C'est comme si on validait l'acte, en fait. On validait l'acte, que c'était un acte bien, alors qu'en réalité, non, pas du tout. Juridiquement, c'est un mauvais acte qui a été posé. Donc, les Gabonais ne peuvent pas être animés de l'esprit du 30 août. L'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout va bien, c'est normal. Mais c'est dans le deuxième alinéa, aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, ni entraver le fonctionnement régulier des institutions de la République. Là, on vient condamner un coup d'État. On est bien d'accord. Le deuxième alinéa dit que quelqu'un ne peut pas venir poser un acte anticonstitutionnel, anti-institutionnel. On est bien d'accord. Mais comment ça se fait-il qu'on écrit ça dans l'article 3 alors qu'on a écrit bien avant dans le préambule qu'on doit être animé de l'esprit du 30 août. Est-ce que vous voyez le souci? Je comprends. Bon, je comprends tout à fait. Mais vous qui êtes juriste, sincèrement, ce n'est pas possible. En fait, je comprends exactement ce que vous voulez dire. Ce que moi je veux souligner, et c'est ce qu'on va souligner tout le long de cette soirée, c'est le nombre excessif de contradictions et d'incohérences qu'il y a d'un texte à l'autre, que ce soit sur le sujet effectivement du coup d'État dont vous parlez, que ce soit sur le sujet de la laïcité. Les gens n'en parlent pas beaucoup parce qu'apparemment la laïcité, les Gabonais, déjà ne l'appréhendent pas, pas spécifiquement, mais enfin c'est pas grave. Sur la question aussi de l'éducation, moi j'ai pointé des éléments. Sur la question des obligations de l'État, il y a plusieurs passages où on va retrouver par exemple que l'État, on dit l'État garantit, et dans d'autres passages on va retrouver l'État garantit ou l'État doit tant, selon ses possibilités. En fait, c'est contradictoire. Soit l'État doit, et c'est ce qui doit être en fait, parce que l'État a une obligation. Si l'État a des moyens, si l'État a un budget, si l'État a une administration à sa disposition, c'est bien pour accomplir une mission, c'est bien pour atteindre un objectif. Donc l'État ne peut pas dire dans le texte fondamental que oui, je suis tenu de faire ça, mais selon mes possibilités. Ça n'a aucun sens. Il y a plein de non-sens comme ça, de contradictions, d'incohérences qu'effectivement on doit souligner. Mais voilà, c'est une des incohérences, effectivement. Je pensais qu'on devait appliquer le principe de laïcité, en fait, qui existe et qui est prise en compte et qui doit être prise en compte pleinement dans notre société, en enlevant en fait la religion en fait dans le préambule de la Constitution. Mais je me rends compte que on est resté toujours dans cet aspect. Comment à ce moment préciser ou encore admettre que le Gabon est un pays laïque, avec ces précisions en fait qui existent déjà dans la loi mère qui est la Constitution. Est-ce qu'on peut encore se définir? En fait, c'est une question que je te pose et que je pose aux juristes. Est-ce que à travers ce préambule-là, on peut encore se définir comme étant une société laïque? Alors, moi, je vous le dis très clairement et comme je l'entends, avec la définition que j'ai de la laïcité, cette constitution ne consacre pas la laïcité. Cette constitution est à tout le moins extrêmement ambiguë sur la question de la laïcité et au pire des cas,
elle ne consacre pas la laïcité. Je ne sais pas ce qu'elle consacre finalement, parce qu'effectivement, si moi je suis un juge et que j'ai une constitution pareille et que j'ai un litige éventuellement qui porte sur, je dois connaître d'un litige qui porte sur la laïcité dans le pays dont la constitution est le projet que j'ai sous les yeux, moi je ne sais pas pouvoir rendre comme décision parce qu'il n'y a pas de laïcité. D'un coup, on dit que l'État est laïque, d'un autre coup, on rappelle à tout va le mot Dieu. D'un autre coup, on a comment ça s'appelle là? Le lexique, le champ lexical de la religion qui est rappelé, soi-disant, je crois, dans les valeurs de l'État. Enfin, c'est quand même curieux pour un État qui est censé être laïque. Autre chose, un État laïque favorise, je ne sais plus à quel article c'est, attendez, laissez-moi regarder rapidement. Bref, il faudrait que je revoie ça plus tard, mais en tout cas, il y a un des articles qui dit que dans l'école publique, les parents peuvent demander qu'on fasse des enseignements religieux à leurs enfants. Ça n'a aucun sens. L'école publique est censée justement être laïque puisque l'État est laïque. Je vais expliquer ce que c'est que la laïcité tout à l'heure. Si l'État est laïque, l'école publique est laïque. En revanche, l'État laisse la liberté aux gens d'organiser l'école privée et même d'organiser l'école privée confessionnelle. Ça veut donc dire que si un parent souhaite que son enfant reçoive des enseignements religieux, à ce moment, il inscrit son enfant dans un établissement privé confessionnel. Donc, il n'y a aucune logique dans un État laïque de venir introduire la possibilité de faire des enseignements religieux dans l'école publique. Et ce que je veux rappeler aux gens, c'est que la laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est pas contre les religions. Il faut faire très attention. La laïcité, c'est un principe d'organisation et de fonctionnement de l'État et des collectivités locales qui veut que, quand on gère les affaires des collectivités locales ou les affaires de l'État qui concernent tout le monde, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, mélaniste, etc., toutes les considérations religieuses n'ont rien à voir, n'ont rien à faire là. Quand on traite les affaires de la religion, l'État aussi n'a rien à faire là. C'est d'autant plus intéressant que tout le monde sait très bien que vous ne pouvez pas mélanger les serpillères et les torchons ensemble. Ce n'est pas une mauvaise image que je suis en train d'utiliser, c'est tout simplement pour dire que quand vous faites le ménage dans votre maison, vous savez très bien que votre torchon doit servir à nettoyer l'assiette sur laquelle vous mangez. Évidemment que vous n'avez pas utilisé ce torchon pour ensuite aller nettoyer le sol sur lequel vous marchez avec vos chaussures que vous avez utilisées dehors. Donc c'est simplement ça en fait, c'est séparer des choses qui ne vont pas ensemble. La religion, le fait religieux, tout ce qui concerne la croyance, ça relève du subjectif, ça relève du sentiment. Or, quand on gère l'argent public, quand on gère l'administration, quand on gère l'armée de l'État, etc., ça, c'est fait conformément à la science. C'est fait conformément à des règles, à la loi, à tout ce qui est objectif. Donc, évidemment qu'on ne peut pas mélanger les deux, non seulement parce que les deux ne sont pas de la même nature, mais surtout parce que les deux n'ont pas le même objectif. Si tous les Gabonais à 100% par exemple étaient d'une religion déterminée, pourquoi pas? L'État aurait pu être un État non laïque en se disant de toutes les façons nous sommes tous de la même religion, donc il n'y a aucun risque. Pourquoi pas? L'État aurait pu être un État non laïque en se disant de toutes les façons nous sommes tous de la même religion, donc il n'y a aucun risque d'avoir éventuellement de la discrimination. Or, il se trouve que l'État gabonais, le territoire gabonais n'est pas habité que des gens, des bouddhistes par exemple, n'est pas habité que par des gens qui font le melan ou que par des gens qui sont, je sais pas moi, de quelle autre religion. Donc, pour s'assurer justement que personne ne soit lésé en ce qui concerne le service public, en ce qui concerne les affaires qui nous concernent tous, on sépare la gestion des affaires publiques des affaires religieuses. Et la laïcité garantit aussi la liberté de tout un chacun de pratiquer son culte. C'est ça aussi la laïcité. Sauf que, malheureusement, c'est pas le chemin sur lequel on s'engage. Il n'y a qu'à voir l'actualité. Et je ne suis même pas surpris qu'on retrouve dans notre projet de constitution cet imbroglio sur la question de la laïcité parce que, curieusement, quand on regarde l'actualité, les autorités qui sont installées, elles-mêmes ont contribué au travers de leurs activités à entretenir ce flou sur la question de la laïcité. Et je suis même surpris de voir qu'il y a une disposition qui dit, c'est même quelle disposition encore là? Voilà, article 8, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité des institutions est puni par la loi. Mais comment voulez-vous que ce message-là puisse être reçu 5 sur 5 par les gens qui voient à la télévision nationale
dans les journaux, à la radio, etc., les responsables actuels de l'État aller dans tel endroit, faire comme si, enfin, si je veux pas citer parce que c'est pas ça le but, je veux pas mettre en cause qui que ce soit. Aller à l'église faire Mais la prière. et l'idée, c'est pas que quand on est dirigeant, on n'a pas le droit d'avoir des convictions religieuses, hein, c'est pas ça. C'est juste que ça doit relever de la sphère strictement privée de ta vie. Parce que moi, si j'ai affaire à la ministre de la Communication, par exemple, alors que je suis buitiste, faut pas que j'ai l'impression que je n'aurai pas ce à quoi j'ai droit lorsque je vais demander à la ministre de la Communication, parce que la ministre de la Communication est chrétienne et que moi je suis buitiste. C'est ça en fait. J'explique ça d'ailleurs dans mon livre que je vais bientôt publier, que j'ai écrit, Le secret d'une citoyenneté gabonaise utile. C'est le chapitre. Attendez. C'est quel chapitre là? Je crois que c'est le chapitre 8. Chapitre 7 ou chapitre 8, quelque chose comme ça, sur la laïcité. Voilà, j'ai un chapitre en tout cas dans mon livre où j'explique c'est quoi la laïcité. Voilà, ce chapitre 5, ta religion relève de la sphère strictement privée de ta vie. Dans la République, point de salut sans laïcité. Cette question, elle m'intéresse d'autant plus qu'aujourd'hui, lorsque la laïcité impliquée, sinon exigée dans le système éducatif gabonais, s'appuie sur la Constitution, sur l'État laïque. Et vous avez, au niveau des établissements publics, par exemple, on va voir que le port de voile est interdit, en fait, dans les établissements publics. Sauf, par exemple, à Mohamed Arissani, qui est un établissement musulman, où, bien sûr, ils ont la liberté de porter leur voile. Mais par le principe de la laïcité, dans les établissements publics, les musulmans ne portent pas le voile, par exemple. Est-ce que on pourrait ouvrir à cela à travers cette constitution-là, en fait, qui nous sort un peu de la laïcité et laisser l'ouverture à tout le monde d'exprimer, en fait, ces principes religieux? Ça veut dire qu'effectivement, ceux qui sont bouddhistes, etc., ils peuvent exprimer librement leur religion à l'école, hein. En fait, moi, je me pose la question sur les dangers, en fait, de cette ouverture. Parce que là, on le voit comme ça, on est bien content pour les chrétiens et autres, parce que j'espère que c'est pas dans l'esprit de contenter, par exemple, l'archidiocèse qui a bien pris une partie prenante, par exemple, dans tout le processus de la transition, mais il faut regarder aussi les conséquences que ça pourrait avoir sur toutes les instances si on veut vraiment dans 200, 300 ans. Qu'est-ce que ça va donner en fait dans 200, 300 ans pour la société gabonaise? C'est ça. Voilà, parce qu'on a aussi, il faut pas oublier que on a une société aussi quelque part qui se revendique des valeurs traditionnelles. Ça veut dire aussi que les rites vont vouloir s'exprimer, les gens vont vouloir se reconnaître là-dedans. Donc, au sein du système éducatif, ça pourrait avoir un impact parce que autant positif que négatif, cette ouverture de religion, parce que si tous les jeunes ou tous les parents décident d'exprimer leur religion, mais ça peut porter à confusion et à tout dégât. J'ai envie de revenir rapidement sur l'article 43 et notamment concernant les langues. On dit dans la linéa 5 de parler au moins une langue nationale. Sauf que hier on a débattu là-dessus, juriste Yeba, mais je n'avais pas encore effectivement bien lu ça. Et donc ce matin, en relisant, cet après-midi en relisant, je me suis rendu compte que, mais en fait, institutionnellement, notre langue nationale, c'est le français. Et il n'existe aucune constitution, même dans la constitution gabonaise, qui donne un statut à nos langues locales. Juridiquement, nos langues n'ont pas de statut. Et quand la constitution fait mention de nos langues, elle fait mention de sa promotion et on appelle ça comment? De sa promotion et de sa conservation, je crois. C'est l'expression qu'on utilise. Donc, à partir de cet instant, plus que le français est notre langue nationale et même langue maternelle, il faut qu'on nous dise finalement
de quelle langue nationale parle-t-on? Parce que si on dit le futur président à l'élection présidentielle doit au moins, le candidat à l'élection présidentielle doit au moins parler une langue nationale, c'est que c'est le français. Parce que le Gabon n'a pas 2 langues nationales, ou 3 ou 4, 5 langues nationales. Institutionnellement, le Gabon a une seule langue nationale et c'est le français. Bien vu. On peut se poser la question de savoir à quoi tout cela rime finalement. Qu'est-ce qu'on fait de nos langues locales, puisque je me souviens que ceux qui sont allés au dialogue ont quand même parlé de cette affaire de langue sociale, de langue locale. D'ailleurs, la décision d'enseigner 5 langues locales dans les établissements scolaires cette année, c'est-à-dire l'introduction de l'enseignement d'enseigner 5 langues locales dans les établissements scolaires cette année, c'est-à-dire l'introduction de l'enseignement de parler, on nous demande de parler au moins une langue nationale, alors que cette langue nationale, c'est le français. Que fait-on finalement du statut de nos langues locales? Pourquoi ne pas institutionnaliser ça? Parce que ça va nous amener dans tous les débats de tout genre. Sachant que on a un gros débat, par exemple, sur la question des Haoussa. Et auront-ils un statut juridique ethnique? Seront-ils rajoutés dans la cartographie des ethnies du Gabon, des groupes ethno-linguistiques du Gabon? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Quand aujourd'hui on nous dit que le président doit parler une langue locale, mais en réalité c'est une langue nationale, mais en réalité notre langue nationale, institutionnellement parlant, c'est le français. Donc il n'y a pas forcément... il n'y a pas forcément quelque chose de waouh. J'ai même envie de dire, peut-être, hein, je me trompe, c'est une erreur de frappe. Donc, si c'est une erreur de frappe, ben corrigez. Et je vais chuter par là. Et si c'est pas une erreur de frappe, ben il était aussi peut-être mieux aujourd'hui qu'on tente de nous institutionnaliser l'ensemble des groupes ethno-linguistiques qu'on a au Gabon. On en a 7 répertoriés par les travaux de, comment on appelle, les plus anciens, on va citer Abbé Raponda Walker, et puis on va tenter de prendre d'autres auteurs qui ont aussi fait cette répartition-là, par groupe ethno-linguistique, on les concentre dans les 7 groupes, et là on sait au moins où on va. C'est effectivement dommage qu'on passe à côté. Cette transition aurait pu être l'occasion de réaffirmer et d'enraciner l'identité bantou-pygmée du Gabon, notamment sur la question des langues. Parce que effectivement, moi je suis pas contre le fait que notre dirigeant puisse parler une langue locale, c'est la moindre des choses. Sauf que comment voulez-vous institutionnaliser? Je tiens à rappeler aux gens que quand on parle de la Constitution c'est un texte sacré pour l'État. Hein. La Constitution, c'est comme si c'était la Bible pour donner une référence qui parle un peu plus à la majorité des Gabonais. Donc, si on dit dans la Constitution que notre langue officielle et de travail c'est le français, et d'ailleurs nous sommes tous là réunis sur le live aujourd'hui en train de commenter notre projet de constitution en français, c'est que c'est la langue qui est au cœur du fonctionnement du Gabon. Donc, si moi je parle français et que je ne parle que français, et que la langue officielle du Gabon, la langue de travail du Gabon, la langue constitutionnelle du Gabon, c'est le français, je ne vois pas pourquoi on m'interdirait d'être éligible à la plus haute fonction, tout simplement parce que je ne parlerai pas une langue secondaire finalement, même pas une langue institutionnelle, puisque nos langues, on parle simplement de les promouvoir et éventuellement de les préserver, mais on ne les érige pas, on ne leur donne pas un statut national, on parle de langue locale, on ne leur donne pas un statut national. Qu'est-ce qui aurait pu être fait, par exemple? On aurait pu non seulement leur donner un statut national, les institutionnaliser dans le cadre de la Constitution, et indiquer peut-être que aujourd'hui, on crée, je ne sais pas moi, l'Institut national du Gabon, dont le rôle est de préserver les langues nationales, je ne sais pas, en faisant des travaux. C'est un organisme national dont le rôle, justement, est de préserver la culture originaire du pays et de permettre le rayonnement du pays à travers de cette culture-là. Moi, je pense qu'on aurait pu constitutionnaliser la création d'un tel établissement ou d'une telle institution qui aurait à peu près la même valeur que les autres grandes institutions qu'on voit dans la République. La question des valeurs de la République et qui sont en contradiction, avec la disposition, je ne me rappelle plus de quel article c'est, qui dit que on a la liberté de conscience,
on a la liberté d'expression, mais en même temps, on en avait déjà parlé hier, c'est vrai, mais aujourd'hui, on a un nouveau public, donc on en parle. Ces valeurs de la République-là, en fait, qui prônent un lexique, en fait, qui relève même pour moi de la religion, ou même de la morale, ou de tout autre type de cercles sociaux, autre que l'État. Quand on parle, par exemple, de redevabilité, quand on parle de pardon, quand on parle de réconciliation, quand on parle enfin, la réconciliation encore, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais je veux dire, qu'est-ce que ça fait dans une constitution? Quand on parle de neutralité, on dit que dans les valeurs, la République gabonaise affirme les valeurs de la neutralité. Mais si on te dit que tu as la liberté d'expression, que tu as la liberté de conscience, à partir de quel moment encore on te demande d'avoir pour valeur la neutralité? Qui en fait doit être neutre? Est-ce que c'est tous les citoyens ou est-ce que c'est réservé uniquement à ceux qui exercent, je sais pas moi, des hautes fonctions publiques par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez? On doit effectivement faire une distinction entre le droit et la morale. C'est-à-dire, il y a certains éléments qui relèvent de la morale et il y a certains éléments qui relèvent du droit. Et voilà. Lorsqu'on parle effectivement du respect des bonnes mœurs, du respect du pardon, du partage, ça, ce sont des règles morales en réalité. Ce ne sont pas des règles de droit. Oui. Et malheureusement, si on consacre ces éléments dans une constitution, ça pourrait permettre, en tout cas à la justice, par moment, de rencontrer des difficultés, comme on l'a dit hier. En ce sens que la Constitution étant la loi fondamentale d'un État, étant l'acte de naissance même d'un État, et que lorsqu'on se retrouve effectivement devant une juridiction de droit commun par rapport à un conflit qu'on aurait eu à avoir avec un concitoyen ou avec une autre personne, on pourrait relever les dispositions, les éléments de l'article 9 et dire que la Constitution demande, en tout cas quand on parle de la République gabonaise, on parle du peuple gabonais. Et donc la Constitution demande au peuple gabonais d'affirmer en tout cas les valeurs de pardon. Et donc, lorsque je suis devant une juridiction, même s'il est vrai que j'ai volé de l'argent, ou du moins que j'ai eu à faire X ou Y chose et que tous les éléments sont là qui m'accusent, mais l'accusé pourrait soulever ce qu'on appelle en droit la QPC, la question prioritaire d'inconstitutionnalité, pour relever devant le juge constitutionnel qu'effectivement, la disposition qu'on souhaite m'appliquer n'est pas conforme aux dispositions de la Constitution. Parce qu'effectivement, on me demande que j'ai fait ça, mais la Constitution demande de pardonner et après qu'on se réconcilie. Donc, si moi je demande effectivement à une personne de me pardonner, par rapport à la Constitution doit primer. Donc, c'est un peu ces éléments-là qu'on dit qu'il y a des éléments qui relèvent de la morale et des éléments qui relèvent du droit. Et les règles de morale, ce sont en tout cas des règles qu'on octroie au sein peut-être de familles, on est de bonne probité, etc. Mais le droit ne saurait effectivement consacrer ces éléments-là parce qu'après, ça va prêter à confusion. En tout cas, lorsque les lois, en tout cas inférieures à la Constitution, devront s'appliquer, d'aucuns vont soulever cette disposition de la Constitution pour effectivement permettre à ce dernier de ne pas se voir appliquer cette disposition inférieure. Et Maître soulignait tout à l'heure effectivement la notion de neutralité. La notion de neutralité, on consacre la liberté d'expression et que chacun, en tout cas, a la liberté de prendre position sur X ou Y chose. Mais comment est-ce qu'on va encore demander à cette personne-là de faire preuve de neutralité? C'est pourquoi on dit que ce sont des notions de règles de morale qui ne nécessitent pas forcément, je dis bien forcément, de faire l'objet de consécration constitutionnelle. Merci. Pour prendre un exemple clair et précis pour tout le monde, si aujourd'hui quelqu'un vient me voler 10 téléphones chez moi, par exemple, je suis un commerçant de téléphone, quelqu'un vient me voler 10 téléphones, je vais déposer plainte. On fait une enquête et on découvre de qui il s'agit. On part devant le juge pénal. Durant le procès du juge pénal, l'avocat, est-ce que la personne qui a volé les 10 téléphones, le présumé voleur et son avocat peuvent venir donner comme argument pour se défendre que demander le pardon et la réconciliation? Parce que la Constitution, il faut savoir, elle est au-dessus de toutes les autres règles. Le Code pénal interdit le vol et punit le vol, par exemple, de 5 ans, oui. Mais le juge gabonais, la Constitution est au-dessus du Code pénal. Ça veut dire que si moi je suis avocat du voleur en question, je viens dire au juge gabonais que, mais il y a le pardon et la réconciliation qui font partie des valeurs de la République. En plus, ce sont des valeurs à caractère constitutionnel, même si ce n'est pas indiqué dans le Code pénal. Mais vous savez vous-même en tant que juge que
la Constitution, ce que la Constitution dit est au-dessus de ce que les autres lois de la République disent. Donc, je demande le pardon et la réconciliation. Est-ce que vous vous rendez compte du caractère illogique, en fait, des choses, de l'espèce d'imbroglio qu'on met dans les institutions? Je dis ça parce que moi, je ne suis pas en train de lire la Constitution en me disant « Oui, c'est bien beau, c'est bien gentil, demain on va aller voter et puis tout va marcher comme sur des patins à roulettes. » Je suis en train de dire ça parce que une Constitution, c'est fait pour rester des siècles, des années, des décennies. Donc, dans 50 ans, c'est un problème qui peut s'opposer avec cette Constitution, oui. Donc, c'est important de pouvoir l'indiquer aux gens et que les gens aient conscience de ça lorsqu'ils se prononcent. Article 123, dernier alinéa. Les anciens présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou condamnation définitive à la perte des droits civils et politiques. C'est quoi être membre de droit de la Cour constitutionnelle? Voici la question qui nous est posée ce soir. Article 123. Être membre de droit, ça veut dire automatiquement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contestation, sauf les cas dans lesquels la loi prévoit autre chose, justement. De droit, c'est automatiquement, en fait. C'est comme en France, par exemple, quand on dit qu'il y a les titres de séjour de droit et il y a les titres de séjour qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du préfet. C'est-à-dire que le titre de séjour de droit, une fois que tu remplis toutes les conditions, tu as le titre de séjour. Ça, on ne discute même pas, en fait. L'administration va juste vérifier que tu remplis les conditions. Point. Or, le titre de séjour discrétionnaire, tu montes un dossier avec un certain nombre d'éléments et l'administration apprécie s'ils veulent bien te donner ou pas. Effectivement, c'est ce que Maître a expliqué. Un membre de droit, c'est quelqu'un qui n'est pas soumis à une procédure particulière. Donc, systématiquement, automatiquement, il est membre d'une instance. Voilà. Donc, en d'autres termes, nos anciens présidents de la République seront automatiquement des futurs membres de la Cour constitutionnelle. Oui, ils sont membres de la Cour constitutionnelle, mais ils ne sont pas, en tout cas, juges constitutionnels. Il faut faire cette nuance-là, parce que les juges sont bien déterminés, c'est au nombre de 9, et ils sont nommés par telle personne. Voilà. Donc, les membres qui sont membres de droit ne sont pas soumis à une quelconque nomination, contrairement à ceux qui sont juges constitutionnels qui sont soumis à une nomination. Il y a quand même un point que je voulais soulever. Après, il faudrait peut-être qu'on regarde au niveau des dispositions transitoires. Le principe, effectivement, c'est que la loi dispose pour l'avenir. Bon, après, il peut y avoir des exceptions. Moi, je me dis, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que M. Ali Bongo sera membre de droit parce qu'il est ancien président, alors qu'il était ancien président sous la Constitution de mars 91 et que c'est une nouvelle Constitution, cette fois-ci, si jamais ce projet est adopté, qui dit que les anciens présidents pourront être membres de droit de la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'est quand même un point qui me permet de ne pas affirmer là tout de suite que oui, Ali Bongo sera machin. Faites bien aussi de rappeler cela, le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, c'est très important aussi. Donc, on ne sait pas s'il y aura des situations atténuantes parce que c'est un principe qui est posé, mais c'est un principe aussi qui comporte des exceptions. Ça, il faudrait aussi les dire. Expressément, on peut le dire que la loi va rétroagir et donc va prendre en considération les anciens chefs d'État, comme on peut être strict, appliquer simplement le principe et dire que la loi agit pour l'avenir. C'est vrai. Et c'est pour ça que, alors, moi, j'attire l'attention de tous les Gabonais qui nous regardent. Il faudra être vigilant sur les lois organiques qui vont être prises en application de cette constitution si jamais elle est adoptée. Je tiens toujours à préciser ça parce qu'il se peut qu'elle ne soit pas adoptée. Enfin bref. Si jamais ce projet est adopté, il faudra être très vigilant sur les lois organiques qui vont suivre la constitution en question. Pourquoi? Parce que les lois organiques, là, vont nous permettre de repréciser certains éléments. Comme je vous ai déjà indiqué, les lois organiques, leur rôle, c'est de venir compléter les dispositions de la Constitution. Donc, sur la question justement des présidents des anciens présidents qui devraient être membres de droit de la Cour constitutionnelle, il y aura certainement une loi organique. Cette loi organique sur la Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle va venir dire que la disposition constitutionnelle en question est rétroactive ou pas? That is the question. Mais vraiment, la question que je veux poser, parce que je conçois que c'est un risque, puisque les deux éventualités sont possibles, ça dépendra du bon vouloir des autorités. S'ils veulent faire la rétroactivité sur la loi ou alors s'ils veulent se porter sur le futur, parce que j'ai vu tous les commentaires aussi comme vous. Ce que je voulais poser comme question à la suite de tout ça, c'est que finalement, être membre de la Cour constitutionnelle, ça implique quoi? Est-ce qu'il serait insignifiant d'avoir un allié en tant que membre de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce que ça implique dans le processus? Est-ce que vous pouvez
peut-être encore éclaircir, sinon nous envoyer peut-être à des recherches quelque part. J'en sais. Bon, alors peut-être à l'espèce, hein, avant peut-être que Maître n'intervienne, à l'espèce, c'est comme Maître l'a dit, hein, que c'est une disposition qui sera complétée par la loi organique. Parce qu'il a expliqué tout à l'heure, la loi organique vient compléter la Constitution, c'est-à-dire ce que la Constitution n'a pas pu dire clairement, on va prendre une loi qui va compléter. Tout simple, et sans pourtant modifier les dispositions constitutionnelles. Maintenant, dans le cas d'espèce, la Constitution ne dit pas encore exactement quelles seront les missions d'un membre de droit. D'un membre de droit, d'un ancien président de la Cour constitutionnelle. La Constitution ne l'a pas encore dit. Donc, c'est la loi organique qui va prévoir ses prérogatives. Totalement. Qu'est-ce qu'effectivement un ancien président, quel est le rôle qu'il va jouer au sein de la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'il aura un rôle consultatif ou bien, voilà, etc., etc. Donc, ce sera la loi organique qui va prévoir ces éléments-là. Tout à fait. Je pense que c'est Banguebe qui parlait. Voici pourquoi il posait la question de savoir si c'était un risque qu'il prenait à valider, n'est-ce pas, ce projet de constitution, parce qu'actuellement, on ne sait pas, en tout cas, quel est le contenu de la loi organique qui viendra, en tout cas, compléter la disposition qui est ici. Il a posé une question en réalité existentielle. Est-ce que c'était un risque que je prends en validant cette constitution, parce que je ne sais pas ce que la loi organique, naturellement, le contenu de la loi organique. Ah oui, c'est clair qu'on ne peut pas anticiper le contenu d'une loi organique, ça c'est clair et net. Et en tout cas, ce que le savez-vous a expliqué est juste. C'est la loi organique, c'est une loi organique qui va venir préciser. Et moi, en tout cas, ce que je veux dire, parce que effectivement, le risque est d'autant plus la question du risque se pose avec d'autant plus d'acuité que j'estime, et ça je le prends à mon compte, que le débat sur le projet de constitution n'est pas suffisamment nourri. Le débat public gabonais sur la question du projet de constitution n'est pas suffisamment nourri, parce que si on avait eu un vrai débat bien nourri et impliquant tout le monde sur la question du projet de constitution, on aurait peut-être eu une sorte d'ébauche de ce que pourrait être la loi organique, par exemple, sur cette question, ou sur tout un tas d'autres questions que la Constitution ne précise pas. Et c'est normal, la Constitution ne peut pas tout préciser. La Constitution, elle est là pour poser des grandes lignes, des grandes bases. C'est comme un contrat cadre. On pose les grands principes, les grandes bases, et après, maintenant, on a des petits vaisseaux qui vont venir repréciser les détails. Si on avait eu un débat suffisamment riche et suffisamment libre sur la question du projet de constitution, là, on aurait peut-être su qu'est-ce que le projet de constitution, la loi organique sur cette question précise-là aurait pu prévoir. Qu'est-ce qu'on aurait pu retrouver dans ce texte-là? Et donc, les gens se seraient prononcés avec d'autant plus en connaissance de cause. L'histoire des États-Unis, ce n'est pas l'histoire du Gabon. Moi, je comprends le fait que les Gabonais veuillent que ce soit des gens, on va dire, enracinés dans la terre, des gens de la terre, du pays, qui dirigent le pays. Même si, effectivement, à un moment donné, si on décide de donner la nationalité aux gens, soit on décide de donner la nationalité aux gens et on respecte les grands principes, notamment la question de l'égalité, puisque nous-mêmes, on a rappelé la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans notre texte, qui parle de l'égalité entre tous les gens, tous les citoyens d'un pays. Soit on ne donne pas la nationalité aux gens, en fait, parce que ça sert à quoi de donner la nationalité à des gens et ensuite de consacrer dans la Constitution un déséquilibre en termes de droits entre ceux qui sont naturalisés et ceux qui sont d'origine, j'ai envie de dire. Ça, c'est quand même une problématique qu'il va falloir régler à un moment donné. Maintenant, on ne peut pas comparer la situation du Gabon avec la situation des États-Unis. Les États-Unis, ils ont une histoire différente. C'est un pays qui est constitué de gens qui sont venus de partout. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'Amérique. Ce n'est pas le cas du Gabon. Après le référendum, cette constitution ne sera pas appliquée, mais ce n'est que la disposition, sinon l'article 172 qui sera appliqué. Et l'article 172 nous renvoie aux dispositions qui concernent l'élection présidentielle. Et moi, je pense que c'est très intelligent. C'est effectivement pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation où on va procéder à l'élection avant qu'effectivement la constitution ne soit en vigueur et que le président qui sera élu viendra nous dire le mandat que j'ai pris, mon premier mandat, n'est pas sous l'effet de la Constitution qui interdisait d'avoir 2 mandats successifs. Donc, en réalité, c'est ça. C'est tout simplement, ça va concerner effectivement l'élection présidentielle. Dire que c'est seulement les dispositions qui concernent l'élection présidentielle qui vont rentrer en vigueur après le référendum. Maintenant, le reste des dispositions de la Constitution rentreront en vigueur après l'élection du président de la République, tout simplement.